D'accord, mais là, tu m'as bien donné un numéro, là. Donc, il faut bien que je l'ai à chaque fois. Ouais. Ah, d'accord, il retient. Ok, bon, ben, je vais faire mon cours, là, ils sont là. Ok, merci beaucoup, Olivier. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Salut, merci. Il y a quelqu'un? Vous êtes là? Oui, oui, Eh ben, dites donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je vous attendais de mon côté. Vous m'attendiez. Voilà. Donc, j'ai téléphoné à Monsieur Franz. On a réglé le problème. Il a réglé le problème, d'ailleurs, plus lui que moi. Et je ne sais pas, j'ai fait la même chose que d'habitude. Bien, bah, toujours est-il qu'on va commencer le nouveau chapitre. Un chapitre qui va nous occuper donc maintenant jusqu'à la fin de l'année. On va travailler sur les fonctions de plusieurs variables. C'est pas si simple. Alors, vous utilisez déjà en physique les notions de dérivée partielle, les notions de différentiel. Nous, en maths, bah, vous savez qu'on aime bien écrire des choses très précises. Donc, on va mettre un cadre précis et puis dire exactement ce que ça signifie. Et puis, évidemment, nous, on aime bien aussi étudier les cas un peu pathologiques pour voir que tout n'est pas aussi simple et que tout ne se passe pas toujours bien. Euh, donc, voilà, on va préciser les notions de dérivée partielle et de différentiel. On étudiera aussi les extrémums de fonctions de plusieurs variables. Alors, pour pouvoir accéder à toutes ces connaissances, pour pouvoir faire tout ça, il va d'abord falloir être capable de déterminer, de définir ce que c'est qu'une limite et la continuité pour des fonctions de plusieurs variables. Et ça, c'est quelque chose de pas très simple. Donc, je vais commencer par faire un premier chapitre sur lequel il n'y aura pas de TD puisqu'on va faire les exemples au fur et à mesure et puis surtout, on en aura beaucoup besoin dans le chapitre après sur le calcul différentiel. Donc, je vais d'abord faire un premier chapitre où je vais parler de notions de limite et de continuité pour les fonctions de plusieurs variables. Et ensuite, on fera du calcul différentiel. Voilà, donc ce chapitre, qui est une introduction au suivant, s'appelle Fonction de plusieurs variables, limite continuité. Fonction de plusieurs variables. Le suivant, ce sera fonction de plusieurs variables, calcul différentiel. Là, on va parler de limite et de continuité. Alors, je vais préciser pourquoi ce n'est pas simple. Donc, je vais faire un rappel. Lorsque vous avez une fonction f qui est définie sur un intervalle i inclus dans R à valeur dans R, donc je vais revoir les fonctions d'une variable réelle que vous connaissez depuis le lycée. Et quand on dit qu'elle est continue, donc qui a x, pardon, qui a x associe f de x, quand on dit que f est continu en x0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit epsilon positif, je redonne la définition, il existe alpha positif tel que valeur absolue de x moins alpha inférieure, valeur absolue de x moins x0 inférieure à alpha implique f de x moins f de x0 inférieur à epsilon. Qu'est-ce que ça signifie si je fais un dessin? Vous voyez que ma fonction là, elle est bien continue en x0. Je peux la tracer, entre guillemets, sans lever mon crayon. Voilà. Donc, si je lis la définition, quel que soit epsilon, il existe alpha, nanana, etc., etc., vous voyez, si je fais un dessin, quel que soit epsilon, si je prends un epsilon ici, j'ai f de x, l'intervalle f de x0 plus epsilon, eh bien, je peux prendre un epsilon aussi petit soit-il,
eh bien, je pourrais toujours trouver un alpha ici, tel que pour tout x dans cet intervalle, eh bien, f de x arrivera dans celui-ci. Voilà, c'est la définition de la continuité. Quel que soit le epsilon, aussi petit soit-il, je pourrais toujours trouver un alpha qui marche, tel que l'image de l'intervalle x0 moins alpha, x0 plus alpha, soit dans l'intervalle f de x0 plus epsilon, f de x0 moins epsilon. Il faut bien voir que si la fonction n'est pas continue, ce n'est pas vrai. Voilà une fonction x0, f de x0, et imaginez cette fonction, voilà, elle n'est pas continue, elle repart ici. Eh bien, quel que soit le epsilon, vous voyez bien, quel que soit le epsilon ici que je me donne, plus epsilon, moins epsilon, je ne pourrai jamais trouver un intervalle tel que l'image de l'intervalle, parce que vous voyez, ici je viens dedans, mais là, à droite, eh bien, je vais arriver ici. Donc, quel que soit le epsilon que je me donne, je ne pourrai jamais trouver un intervalle autour de x0 tel que l'image de l'intervalle soit dans l'intervalle f de x0 plus epsilon, f de x0 moins epsilon. Vous voyez que là, cette définition, elle correspond bien au fait que on peut tracer la courbe sans lever son crayon. Hein, ça ne sort pas du ciel comme ça n'importe comment. C'est quand même une définition qui est cohérente. D'accord? Vous avez bien compris ce que je raconte? Donc ça, c'est pour les fonctions de R dans R, c'est-à-dire les fonctions avec lesquelles vous travaillez depuis que vous connaissez les fonctions et la notion de continuité. On me demande de partager mon écran, il est partagé, non? Oui, il est partagé. Oui. Okay. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si on n'est plus dans R, mais qu'on est dans un espace vectoriel, R2, R3? Je change de page. Donc maintenant, imaginons qu'on ait une application X, Y, Z. On a une application F qui va de R3, l'espace, dans R. R, c'est la droite. On a un point x0 qui a 3 coordonnées. Voilà, un point x0. Et puis, voilà son image, f de x0. La difficulté, c'est, vous voyez bien, ici, dans R, c'est facile d'être proche. Qu'est-ce que ça veut dire être proche? C'est f de x0 moins epsilon, f de x0 plus epsilon. Et se rapprocher, c'est de prendre un epsilon de plus en plus petit. Le problème, qu'est-ce que ça veut dire dans R3, être proche? C'est être dans une petite boule autour. Donc, c'est ce qu'il va falloir préciser. Autrement dit, la définition de la continuité et des limites pour des fonctions d'un espace vectoriel dans un espace vectoriel, elle va s'appuyer sur la notion de distance. Ça veut dire qu'on va se rapprocher de plus en plus de x0. Et donc, on va prendre des distances de plus en plus petites. Mais le problème, vous vous rappelez, on a bien travaillé dans les espaces euclidiens, les distances, il y en a plein. Il y a plein de façons de définir des distances et de définir des normes. Donc la question qui va se poser, c'est est-ce qu'une fonction, par exemple, pourrait être continue pour une norme et pas continue pour une autre? Ce sera un problème. Ou est-ce que si elle est continue pour une norme, elle sera continue pour toutes les normes? Autrement dit, est-ce que la notion de continuité dépend de la norme ou pas? Donc c'est tout ça qu'on va établir dans cette partie pour pouvoir ensuite parler de différentiels, de dérivés partiels, etc. D'accord? Donc on va définir la continuité pour des fonctions de plusieurs variables. Voilà. Donc, première partie, je vais définir des espaces vectoriels normés. Alors, on l'a déjà vu, mais nous, on l'a vu pour la norme euclidienne, mais il y a des tas de normes possibles, d'ailleurs, on va le voir. Alors, définition. E, un R espace vectoriel.
une norme sur E est une application donc N de E dans R+, qui à X associe N de X, vérifiant les propriétés voilà. Il y en a 3. On les a vus, je vais les rappeler, mais on les a déjà vus. Premièrement, quel que soit X appartenant à E, N de X égale 0, si et seulement si X égale 0. Deuxièmement, quel que soit X appartenant à E, quel que soit alpha appartenant à R, N de alpha X, c'est valeur absolue de alpha N de X. Et enfin, quel que soit XY, deux vecteurs, donc appartenant à E2, N de X plus Y, c'est inférieur ou égal à N de X plus N de Y. Dès que vous avez une application qui a un vecteur associé à un nombre positif, hein, évidemment, c'est un nombre positif, vérifiant ces 3 propriétés, eh bien, c'est une norme. Voilà. Un espace E muni de N, c'est ce qu'on appelle un espace vectoriel normé. Voilà, d'accord? Dans la pratique, en général, N est noté en général, hein, comme ceci. Voilà. D'accord? Bien, je change de page. Alors, une propriété qu'on a déjà vue, mais je la rappelle. Quel que soit, si je prends 2 vecteurs de E, X, c'est X moins Y plus Y. Donc, N de X, c'est inférieur ou égal à N de X moins Y plus N de Y. Donc, N de X moins N de Y, c'est inférieur ou égal à N de X moins Y. Bon, et on a aussi Y, c'est Y moins X plus X. Ça veut dire qu'on a N de Y, c'est inférieur ou égal à N de Y moins X, mais c'est X moins Y, on norme, plus N de X. Ça veut dire qu'on a également N de Y moins N de X. Donc, la propriété qui en découle, qu'on a déjà vue, c'est que valeur absolue de N de X moins N de Y inférieur ou égal à N de X moins Y. Ou encore, valeur absolue de norme de X moins norme de Y inférieur ou égal à norme de X moins Y. D'accord? Voilà. Alors, nous, comme on va travailler essentiellement sur R2 ou R3, ou éventuellement Rn, peut-être des cas, mais bon, en général, ce sera R2 ou R3, on va voir les 3 normes usuelles. Norme usuelle
sur Rn. Vous travaillerez dans les exercices, vous utiliserez en général ces trois-là. Donc, si on prend x appartenant à Rn, un vecteur, donc x à n uplé, c'est x1, x2, ça a n composantes. Il y a ce qu'on appelle la norme 1. Somme de i égale 1 à n des valeurs absolues de xi. C'est une norme. On a ce qu'on appelle la norme 2. Somme de i égale 1 à n des xi au carré à la puissance 1,5. Ça, c'est la norme 2. C'est ce que vous reconnaissez ce qu'on appelle la norme euclidienne. Et on a ce qu'on appelle, le 1 et le 2, ils sont à l'extérieur, excusez-moi. N1 de x. Voilà. Et on a ce qu'on appelle la norme infinie. C'est le sup sur i des valeurs absolues de x. Voilà. Norme 1, norme 2, norme infinie. Ça, ce sont les trois normes usuelles. D'accord? Un petit exercice pour vous rapidement. Exercice. Je vous laisse, faites-le quand même. Je vous laisse 2 minutes pour le faire. Vérifiez que N1 et N infini sont des normes. Allez-y. Un et N, sup sur i. Les xi, c'est les composantes. D'accord? Voilà, donc vérifiez rapidement que N1 et N infini sont des normes.
C'est fait? Alors, je change de page. La norme 1. Donc, norme 1 de x, somme des valeurs absolues. Alors, la première chose à vérifier, n1 de x égale 0. Si et seulement si la somme de i égale 1 à n des valeurs absolues de xi égale 0, ça veut dire, puisque ce sont que des termes positifs, quel que soit i allant de 1 à n, xi égale 0. Donc, quel que soit i allant de 1 à n, xi égale 0, et donc ça veut bien dire que x égale 0. Voilà. Maintenant, alpha réel, n1 de alpha x, c'est somme de i égale 1 à n des valeurs absolues de alpha xi, c'est somme de i égale 1 à n des valeurs absolues de alpha, valeur absolue de xi, et donc bien sûr je peux sortir alpha, somme de i égale 1 à n, des valeurs absolues de xi, n1 de x. Voilà. Alors x plus y, c'est le vecteur x1 plus y1, xn plus yn. Et donc n1 de x plus y, c'est la somme de 1 à n des valeurs absolues de xi plus yi. On connaît les propriétés de la valeur absolue dans R. C'est inférieur ou égal à somme de i égale 1 à n des valeurs absolues de xi plus valeur absolue de yi. Ce sont des sommes finies. Donc, on a somme de i égale 1 à n de valeur absolue de xi plus somme égale n1 de x plus n1 de y. Voilà. Donc, n1 est bien une norme. Maintenant, n infini. N infini de x, donc c'est le sup sur i des valeurs absolues de xi. N infini de x égale 0. Ça veut dire ça que le sup sur i de xi égale 0. Donc ça veut dire qu'ils sont tous nuls, puisque la plus grande valeur, c'est que des valeurs positives, et la plus grande est nulle. Donc, quel que soit i, allant de 1 à n, valeur absolue de xi égale 0. On a bien x égale 0. Maintenant, n infini de alpha x, c'est le sup sur i de valeur absolue de alpha xi. C'est donc le sup sur i de alpha fois valeur absolue de xi. Et donc, alpha ne dépend pas de i. On a le sup sur i des sup de xi. Et donc, on a bien alpha n infini, valeur absolue de alpha, n infini de x. Alors, je vous laisse, peut-être vous n'avez pas fini, rapidement essayer de rédiger correctement l'inégalité triangulaire. C'est là où quelquefois c'est un peu plus difficile à rédiger. Il faut commencer par vérifier, donc simplement écrire que quel que soit i, allant de 1 à n, de toute façon, valeur absolue de xi plus yi, c'est inférieur ou égal à xi plus yi, et que xi, je peux le majorer par le sup sur i de xi, et que yi, je peux le majorer par le sup sur i de yi. Autrement dit, quel que soit i allant de 1 à n,
valeur absolue de xi plus yi, je peux le majorer par la norme infinie de x plus la norme infinie de y. Mais si c'est vrai pour tout i, c'est vrai pour le sup. Ça veut bien dire que la norme infinie de x plus y est inférieure ou égale à la norme infinie de x plus la norme infinie de y. Voilà, donc il faut bien connaître ces trois normes, norme 1, norme 2, norme infinie, puisque dans les exercices, on utilisera, en fonction des calculs, en fonction de la fonction qu'on aura étudiée, celle qui rendra les calculs les plus pratiques. Donc c'est vous qui choisirez norme 1 ou norme 2 ou norme infinie. D'accord? Maintenant qu'on a défini une norme, eh bien, vous vous rappelez, on peut définir des distances. Je change de page. Définition. Est-ce que vous pouvez revenir 2 minutes, s'il vous plaît? Juste un peu. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, voilà, on va définir maintenant une norme associée à une distance. Une distance associée à une norme, pardon. Donc, E, espace vectoriel normé. Donc, je l'appelle N, sa norme. Eh bien, on appelle dN, distance associée à la norme N, à la norme, qu'est-ce que j'ai écrit? C'est l'application une distance, donc de E2 dans R+, qui a deux vecteurs, x, y, associe la distance de x à y, c'est la norme de x moins y. Voilà, ça on appelle ça la distance associée à une norme. Quand on a une norme, on a une distance. D'accord? Voilà. dN vérifie. dN vérifie les propriétés d'une distance. Vous rappelez-vous, je les ai énoncées pour la distance euclidienne. Quel que soit xy appartenant à E2, eh bien, dN de xy égale 0 si et seulement si x égale y. On dit qu'une distance sépare les points. On ne peut pas avoir deux points à distance nulle s'ils sont différents. Voilà. Quel que soit xy appartenant à E2, eh bien, dN de xy, c'est dN de yx, et quel que soit xy, z, le plus court chemin pour aller d'un point à un autre, vous savez tous que c'est la ligne droite, donc dN de xz, c'est inférieur ou égal à dN de xy plus dN de yz. Voilà, d'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle distance associée à la norme. C'est bon? Alors, quand on a une norme, quand on a une distance, on va pouvoir définir des boules ouvertes et donc des intervalles ouverts. Parce que vous, la notion d'ouvert ou de fermé, c'est la notion d'intervalle. Dans R, vous savez ce que c'est qu'un intervalle ouvert, vous savez ce que c'est qu'un intervalle fermé. Mais dans R2 ou dans R3, eh bien, pour définir un ouvert ou un fermé, c'est plus compliqué. On va définir des ouverts et des fermés à partir des normes et des distances. Donc maintenant, je vais définir plusieurs choses. D'abord, plusieurs définitions. Je commence par les boules ouvertes.
définition. Donc, E, espace vectoriel normé. A, un point de E, et R, un réel positif. On appelle boule ouverte de centre A et de rayon R. Donc, boule de centre A et de rayon R, c'est l'ensemble des X appartenant à E, tels que, alors, E espace vectoriel normé, et puis j'appelle R sa norme. Donc, c'est une boule pour N, évidemment, et donc c'est l'ensemble des X tels que la distance pour de X à A est inférieure à R. C'est l'ensemble des X appartenant à E, tels que N de X moins A inférieur à R. Voilà, c'est ce qu'on appelle la boule ouverte. Alors, vous voyez, boule ouverte, une boule, l'ouvert, le fait qu'un intervalle soit un ouvert, enfin qu'un ensemble soit un ouvert, ça va dépendre de la norme. Apparemment, ça dépend de la norme et ça dépend de la distance. Alors ça, c'est un peu embêtant, parce que ça voudrait dire peut-être qu'il y aurait des ensembles qui pourraient être ouverts pour une norme et pas ouverts pour une autre. Alors, on va voir que ce n'est pas vrai, mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. On appelle boule fermée de centre A et de rayon R. Alors, ça se note comme ceci, c'est la boule ouverte, mais on met un trait dessus, elle est fermée. C'est l'ensemble des X appartenant à E, tel que la distance de X à A est inférieure ou égale à R. C'est l'ensemble des X appartenant à E, tel que la norme de X moins A est inférieure ou égale à R. Voilà. Et puis on appelle, je vais donner une autre définition, sphère, voilà. Sphère de centre A et de rayon R, S de centre A et de rayon R, toujours pour N, c'est l'ensemble des X appartenant à E, tel que la distance de X à A, CR. Donc c'est un cercle, hein, dans le plan, c'est le cercle. En dimension 3, c'est la sphère, mais en général, en dimension N, on appelle ça une sphère. Donc c'est l'ensemble des X appartenant à E, tel que la norme de X moins A égale R. Donc voilà. 3 définitions. Bon, une boule ouverte, une boule fermée, sphère. Maintenant, on va pouvoir définir ce qu'on appelle un ensemble ouvert. Est-ce que je peux changer de page? Un instant, s'il vous plaît. Merci. Je change de page et je vais définir ce que c'est qu'un ensemble ouvert. Définition. Donc, E, espace vectoriel normé. N, la norme. U, une partie de E, ou un sous-ensemble de E. Alors, U est un ouvert. U est un ouvert si, quel que soit A appartenant à U, eh bien, U contient une boule ouverte de centre A.
c'est ce qu'on appelle une partie ouverte. Un ouvert ou une partie ouverte. D'accord? Voilà. U est un ouvert si, quel que soit, U contient une boule ouverte de centre A. C'est à peu près la même chose que pour les intervalles. Hein? Si je fais une remarque, vous savez tout ce que c'est qu'un intervalle dans R, ce qu'on appelle un intervalle ouvert, et puis ce qu'on note comme ceci, un intervalle fermé. Un intervalle ouvert, c'est pareil. Si je prends n'importe quel point à l'intérieur, eh bien, je peux toujours caser une petite boule qui va être dans l'intervalle. Ce n'est pas vrai si je prends celui-ci fermé, parce que si je prends ce point-là, ben, je ne peux pas trouver la petite boule qui sera dans l'intervalle. Voilà. Donc, c'est la même chose dans Rn. On généralise ce qu'on connaît dans Rn. D'accord? Et maintenant, je vais définir ce qu'on appelle un voisinage, un terme que j'utiliserai très, très souvent. Définition. E espace vectoriel normé. A un élément de E. On appelle voisinage de A. Toute partie de E contenant une boule ouverte de centre A. Voilà. Ça, c'est un voisinage. Ça veut dire que c'est une partie c'est une partie autour de A, quoi. Voilà. D'accord? Ça contient A et puis une partie autour, dans toutes les directions. On appelle voisinage de A. Toute partie de E contenant une boule ouverte de centre A. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Oui, monsieur, moi j'ai une question. Oui. Concrètement, en fait, c'est quoi une boule, en fait? J'ai pas trop compris. Une boule, ça généralise la définition du cercle dans le plan ou de la sphère dans l'espace. Tout simplement. Donc, par exemple, c'est tous les points qui sont... Il n'y a pas de raison qu'on s'arrête à la dimension 3, quoi. Ça pourrait être vrai en dimension 4, c'est un ensemble de points qui vérifie c'est tous les points qui sont à une distance inférieure à R de A. D'accord, ok, j'ai compris. C'est comme un cercle dans le plan ou comme une sphère dans l'espace. Mais on généralise à la dimension n. C'est ça une boule, d'accord? Ok, merci. Et monsieur, c'est quoi, Comment? Oui. pardon, c'est quoi le symbole sur votre remarque à l'intérieur de l'intervalle ouvert? C'est une boule ouverte? Voilà, c'est ça. Je veux dire que ce qu'on définit ici comme un ouvert dans un espace de dimension n, ça généralise la notion d'ouvert que vous connaissez dans les réels. Un espace ouvert, un intervalle ouvert, ça veut dire que c'est défini autour de chacun de ces points. Ce qui n'est pas vrai pour un fermé, parce qu'un fermé, il a une frontière. Alors que l'ouvert, il n'a pas de frontière. C'est ça la différence entre un ouvert et un fermé. Un fermé, il a des frontières, un ouvert n'a pas de frontières. Mais c'est que j'arrive pas trop à comprendre le symbole à l'intérieur, en fait. Le symbole à l'intérieur, je vais le refaire. Enfin, comment je vais essayer de l'enlever sans tout, voilà. Vous voyez bien que si je prends un point quelconque dans cet intervalle ouvert, eh bien, l'intervalle contient une petite boule de centre ce point-là, quel que soit le point que je choisis. Ok, d'accord. Merci. Ouvert. C'est ce qu'on appelle un intervalle ouvert. C'est bien ce que vous connaissez de la définition d'un ouvert ou d'un fermé dans l'ensemble des réels. D'accord? Ok, merci. Alors, un petit exercice pour vous de dessin. Exercice. Dessiner
dans le plan les 3 boules unités. Alors, les 3 boules unités, c'est-à-dire de centre 0 et de rayon 1. Les 3 boules, c'est-à-dire pour les 3 normes usuelles. Voilà. Bon, c'est très rapide, hein. Voilà, un dessin. Donc, 1. Allez. Allez, allez-y, dessinez les 3 boules. Les 3 boules unités, c'est-à-dire de centre 0 et de rayon 1, pour la norme 1, la norme 2 et la norme infinie. Moi, je vais dessiner donc N1 en bleu. Ensuite, moi, je dessinerai N2 en rouge. Et je dessinerai N infini en vert. Voilà. C'est-à-dire l'ensemble des points du plan qui sont à la distance. Alors, on va dessiner le bord, surtout, on va dessiner la sphère, évidemment, parce qu'on ne va pas dessiner l'intérieur, mais on va surtout dessiner la sphère. Donc, l'ensemble des points qui sont à la distance 1 de l'origine. Alors, évidemment, la norme 2, c'est la norme euclidienne. Donc ça, vous avez l'habitude, je ne sais pas en quelle classe de lycée vous avez pour la première fois dessiné un cercle, mais la norme 2, c'est la norme euclidienne, donc la boule unité, la voilà. Hein. C'est le cercle, hein, évidemment. Voilà, d'accord? X1 carré plus X2 carré égale 1. Si là j'ai X et là Y. D'accord? Alors la norme 1, c'est valeur absolue de X plus valeur absolue de Y égale 1. Donc valeur absolue de X plus valeur absolue de Y égale 1. La voilà la boule unité. Bon, j'ai du mal à tracer des droites, mais bon, j'espère que... Voilà. Voilà. Tous ces points-là sont à la distance 1 de l'origine pour la norme 1. D'accord? Valeur absolue de X plus valeur absolue de Y égale 1. Et enfin, la norme infinie, le sup entre X et Y qui vaut 1. Donc voilà la norme infinie. Voilà. Tout mince. Ah. Bon, mais j'arrive pas à... Ah, hop, voilà, si ça va aller. Donc, voilà. Voilà les 3 boules unités. Est-ce que vous avez des questions? Donc, les traits verts, c'est l'ensemble des points qui sont à la distance 1 de l'origine pour la norme infinie. Mon tracé rouge, c'est l'ensemble des points qui sont à la distance 1 de l'origine pour la norme 2. Et les traits bleus, c'est l'ensemble des points qui sont à la distance 1 de l'origine pour la norme 1. Vous voyez que le coin d'un triangle en haut à droite, d'un
Oui, le coin en haut à droite, par exemple, vert, il est à la distance 2 de l'origine pour la norme 1, alors qu'il est à la distance 1 de l'origine pour la norme 2. Pour la norme, il est à la distance 1 pour la norme infinie, et il est à la distance 2 pour la norme 1. Et il est à la distance racine de 2 pour la norme 2. D'accord? Bon, est-ce que ça va jusque-là? Bah, moi, j'ai pas trop compris comment on les a dessinés, en fait. Ah, alors la rouge, ça va quand même. Bah, non. Non, enfin attendez, la rouge, Mais en c'est fait, x2 plus y2 égale 1, quand même. C'est le cercle entre 0 et de rayon 1. parce que c'est la. Ok. En Non, fait, on remplace. Parce que le rayon, c'est n. le rayon, c'est 1. La boule unité, j'ai dit de centre 0 et de rayon 1. Ah, ok, je voyais pas le 1. D'accord. C'est 1 ici, pardon, j'ai mal fait mon 1. Unité, 1. La norme 1, c'est valeur absolue de x plus valeur absolue de y égale 1. D'accord? Ça, c'est N2, ça, c'est N1. Et le sup de valeur absolue de x, valeur absolue de y, égale 1. Ça, c'est la norme infinie. D'accord? Oui, merci beaucoup. Bien, maintenant, on va définir ce que sont des normes équivalentes. Je change de page. E, un espace vectoriel. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est qu'un ouvert, finalement, ça dépend de la norme, apparemment, d'après ce qu'on vient de dire. Puisque un ouvert, ça contient une boule. Une boule, c'est une distance, ça dépend d'une norme. Donc, un ouvert dépend d'une norme, d'après les définitions qu'on vient de voir. Bien. Alors, on va quand même définir ce que sont des normes équivalentes. E, espace vectoriel, N et N', deux normes sur E. On dit que N et N' sont équivalentes. Si, deux points, il existe un couple alpha-bêta de réels strictement positifs, tel que, quel que soit x appartenant à E, on a n' de x, c'est compris entre alpha n de x et bêta n de x. Voilà. Voilà ce qu'on appelle des normes équivalentes. Alors, je vais commencer par deux remarques. La première, c'est que si on a alpha n de x inférieur à n' de x, inférieur ou égal à bêta n de x, eh bien ça, c'est la même chose que si je mets n de x au milieu, n de x, c'est plus petit que 1 sur alpha n', et n de x, c'est plus grand que 1 sur bêta n'. Autrement dit, cette double inégalité, on peut l'écrire dans n'importe quel sens. Au milieu, ça peut être n ou ça peut être n'. Voilà, première remarque. La deuxième remarque, c'est que si on a n et n' équivalentes, donc on a alpha n de x inférieur ou égal à n'
de x inférieur ou égal à bêta n de x. Et puis si on a n' et n secondes équivalentes, donc on va avoir a n' de x inférieur ou égal à n secondes de x inférieur ou égal à b n'. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit? Là, au milieu, j'ai n secondes. C'est plus petit que bn', mais n' c'est plus petit que bêta n. Donc, c'est plus petit que b bêta n. Et c'est plus grand que an', mais n' c'est plus grand que alpha n. Donc, c'est plus grand que a alpha n. Autrement dit, si n et n' sont équivalentes et n' et n secondes sont équivalentes, alors n et n secondes sont équivalentes. Voilà. D'accord? Exercice. Dans Rn, norme 1, norme 2 et norme infinie sont équivalentes. Voilà. Allez-y. Alors, il suffit de montrer deux, puis deux autres. Évidemment, il ne faut pas les... puisque si N1 est équivalent à N2, N2 est équivalent à N infini, alors N1 sera équivalent à N infini. Donc, il faut montrer que... il faut montrer deux équivalences. Donc, je rappelle que N1 de x, c'est la somme de i égale à n des valeurs absolues de xi, que N2, c'est la norme euclidienne, et que n infini, c'est le sub sur i. Voilà. Allez-y, essayez de montrer. Il y en a des, c'est assez simple. Hein. Il y a pas, c'est assez simple. C'est juste des inégalités à montrer. Il y en a qui sont vraiment évidentes. Hein. Alors, par exemple, si vous commencez par 1 et infini, c'est vraiment, oui, c'est simple. Essayez de montrer que N1 et N infini équivalentes. Si on commence par ça, par exemple, bah, on y va, le sup sur i de xi, bah, la plus grande valeur, de toute façon, elle est inférieure à la somme. Et puis ça, c'est forcément plus petit que n fois le sup. Donc on a bien norme infinie inférieure ou égale à norme 1 inférieure ou égale à n fois norme infinie.
Voilà. Et ça, c'est pour tout x. Donc, on a bien montré que norme 1 et norme infinie étaient équivalentes. Voilà. Alors maintenant, essayez de montrer soit que norme 1 et norme 2 sont équivalentes, soit que norme 2 et norme infinie sont équivalentes. Alors, je reviens juste, on va montrer. Alors, les deux ne sont pas compliqués à montrer. Si, il y en a une qui est plus simple, mais moi, je vais choisir de vous montrer la plus compliquée. Je vais montrer que N1 et N2 sont équivalentes. Alors, N1 de x, c'est la somme de i égale 1 à n des valeurs absolues de xi. Donc, si j'élève N1 de x au carré, c'est ça, c'est la somme de i égale 1 à n des xi carré, je n'ai pas besoin de mettre de valeur absolue parce que j'élève au carré, plus les doubles produits. Plus, alors je ne le mets pas, donc si je le compte deux fois, je vais mettre i strictement plus grand que j. Et donc c'est plus grand que la somme de xi carré. Et donc en prenant la racine, j'ai oublié de mettre le carré, j'ai n1 de x qui est supérieur ou égal à n2 de x. Voilà. Et d'autre part, si je prends les vecteurs 1 avec que des 1, et puis le vecteur avec valeur absolue de x1, valeur absolue de x2 et valeur absolue de xn. Voilà, je prends ces deux vecteurs-là. Vous vous rappelez qu'on a vu ensemble dans le chapitre sur les espaces euclidiens une inégalité qui s'appelait l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Qu'est-ce qu'elle disait, l'inégalité de Cauchy-Schwarz? Eh bien, que le produit scalaire des deux, c'est inférieur au produit des normes. Autrement dit, on a ici norme 1, c'est inférieur ou égal à racine de n, norme 2. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on a encadré norme 1, c'est plus grand que norme 2, et c'est plus petit que racine de n, norme 2. Donc les trois normes sont bien équivalentes. En fait, un théorème qu'on va admettre, mais qui ne va pas nous servir à grand-chose, mais on ne sait jamais, mais je préfère quand même l'énoncer. Sur un espace de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. E de dimension finie. Alors, toutes les normes sur E sont équivalentes.
Alors, on va en déduire une propriété, et c'est ce qui va nous intéresser pour la suite. E de dimension finie. N et N', deux normes sur E. Donc évidemment, elles sont équivalentes, puisque je prends un espace de dimension finie. A, un point de E. Alors, toute boule ouverte de centre A pour N contient une boule ouverte de centre A pour N'. Et évidemment, il n'y a pas d'ordre pour N et N', donc évidemment, et réciproquement. Voilà. D'accord? Alors, je change de page et je démontre. Attendez un peu. S'il vous plaît. Oui. Je reviens en arrière. Je peux changer de page? Oui, c'est bon, merci. Voilà, alors démonstration. Donc, N et N' équivalentes. Je rappelle que ça veut dire que N de X, c'est compris entre alpha, alors N', je vais reprendre le même sens, alpha N de X, inférieur ou égal à N', inférieur au bêta N de X. Bon, qu'est-ce que ça veut dire que X appartient à une boule de centre A et de rayon R? Ça veut dire que N de X moins A, c'est inférieur ou égal à R. Donc, bêta N de X moins A, inférieur ou égal à bêta R. Et donc, ça veut dire que N' de X moins A, inférieur ou égal à bêta R. Donc, ça veut dire que X appartient à la boule. Alors, ici, c'était N, à la boule N', et non pas B', de centre A et de rayon bêta R. Voilà, autrement dit, B, c'est inclus dans B', Bn', pardon. Voilà. Évidemment, il suffit de faire la même chose dans l'autre sens en partant d'une boule pour N'. Si je reviens tout à l'heure à mes carrés et mes ronds, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, vous allez trouver ça évidemment complètement évident. On vient de montrer que la norme infinie et la norme 2 sont équivalentes. Ouais, c'est pas très bien fait. Oh mince, j'ai du mal avec ce crayon. Enfin bref, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout carré contient un rond, que tout rond contient un carré, mais que ce carré va contenir un rond, etc. Voilà ce que ça veut dire que les normes sont équivalentes, tout simplement. Mais ça veut beaucoup plus dire ça. Ça veut dire aussi que j'ai dit tout à l'heure que la notion, un ensemble était ouvert s'il contenait une boule, mais finalement, toute boule contient une boule pour une autre norme équivalente. Ça veut dire que la définition d'ouvert ne dépend pas des normes. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, ce qui nous servira pour la suite. Donc, on en déduit que dans un espace vectoriel de dimension finie,
la notion d'ouvert ou de voisinage ne dépend pas de la norme choisie. D'accord? Et nous, ça va nous intéresser parce que quand on va se placer, quand on va chercher des limites, ou quand on va parler de continuité, vous l'avez vu sur le dessin que j'ai fait au tout début, on va se placer sur des voisinages de plus en plus petits. Qui dit voisinage dit ouvert, qui dit ouvert dit norme, donc ça aurait pu dépendre d'une norme. Mais comme sur un espace de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes, pour nous, la définition, comme on va étudier des fonctions de 2 ou 3 variables, on sera toujours sur Rn, donc espace de dimension finie. La notion de limite et de continuité ne dépendra pas de la norme choisie. Vous aurez la possibilité de prendre la norme que vous voulez pour montrer qu'une fonction est continue ou qu'elle admet une limite. On pourra utiliser celle qui simplifie les calculs. La notion de limite, une fonction sera continue pour une norme, et bien si elle est continue pour une norme, pardon, elle sera continue pour n'importe quelle autre. Si elle admet une limite pour une norme, et bien elle admettra une limite pour n'importe quelle autre. D'accord? Donc ça, on en déduit dans un espace vectoriel de dimension finie, la notion d'ouvert ou de voisinage ne dépend pas de la norme choisie. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de faire? Vous avez cours après? Oui, on a matériel. Oui, on termine tard. C'est vrai? Aujourd'hui? Ah ouais, on termine à 19h, je crois, un truc comme ça. 19h, pardon. D'accord, pardon. Bon. Non, parce que comme on a démarré un peu tard, si vous n'aviez pas eu cours après, j'aurais poursuivi un peu, mais bon, vous avez un après-midi chargé. Ok, donc, et la prochaine fois, on parlera de limite de suite et de limite de fonction. On pourra parler de limite de suite et de limite de fonction. Donc, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir, bon week-end. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Monsieur, est-ce qu'on peut vous poser une question? Ça serait pour un sondage pour notre projet d'économie. Oui. Est-ce que quand vous étiez enfant, vous étiez plutôt lapin de Pâques ou cloche de Pâques? Sans m'expliquer, Sans quoi? si j'étais plutôt lapin de Pâques ou cloche de Pâques? Oui, comment vous appeliez celui qui ramenait les œufs en chocolat? Ah ben c'était des cloches, pardon. Oui, j'avais Les pas compris. cloches de Pâques. Oui, c'était- D'accord, ok. Merci. C'est la seule question. Oui. Ah ben c'est simple. Ok, merci. Au revoir. Merci, au Bon week-end.